Je sais que vous attendez l'analyse ce matin. Eh bien, ce sera l'analyse avec Oumar Adeyanju. Il est seul sur ce plateau. Oumar Adeyanju, bonjour. Bonjour Maury, bonjour chers téléspectateurs. Merci de votre présence sur ce plateau. Je peux déjà vous donner une idée claire des sujets que nous allons aborder, si le temps nous le permet. Tout de suite, nous allons démarrer par la veille citoyenne. Assistons-nous à la démission progressive de la société civile. Un quotidien s'est interrogé, mais après, nous allons parler de l'insécurité qui règne ces dernières semaines avec des braquages répétés. Et puis, nous allons parler de l'émerveillement du président Soglo, malgré le poids de l'âge. Il était, il y a quelques mois, à la GDIZ, et maintenant, il s'est rendu donc à la cité de Ouedo. Et j'ai insisté sur dynamique, la dynamique, voilà, dont parle ce quotidien. Voilà. On va également parler de ces thèmes. J'aurais bien aimé qu'on commence par ce thème avec l'émerveillement du président Nicéphore Soglo, mais non, on ne va pas y aller comme ça. On va donc parler de la veille citoyenne. C'est un quotidien qui vraiment en parle. Je ne sais pas quelles sont les analyses qui ont été faites. Je ne suis pas allé dans les colonnes du quotidien, mais au regard de vos observations, c'est bien le confrère de la matinée qui en parle ce matin. Merci donc à Rebecca Ogou qui l'a affiché. Je peux vous relire le confrère de la matinée, titre ce matin « Veille citoyenne au Bénin ». Sommes-nous en train d'assister à une démission progressive de la société civile? Oumar Adeyanju, oui, le quotidien attire notre attention sur un fait. L'on sait bien ce que c'est que la société civile. La société civile, nous l'avons vu en action. Les âmes à la main les autres années, sous les autres régimes, sous le général Mathieu Kérékou, sous bien sûr le président Boniyayi, Thomas Boniyayi. Mais si le quotidien en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a des inquiétudes, Oumar Adeyanju. Bon, je ne sais pas s'il y a des inquiétudes, mais une chose est sûre, c'est qu'on est en mesure, en tout cas, de se poser cette question-là aujourd'hui, compte tenu de ce que nous observons, compte tenu du fait que sur le plan de, on va dire de la veille citoyenne, comme l'a dit notre confrère, on ne voit plus vraiment les acteurs de la société civile, et c'est quelque chose qui est assez déplorable, puisqu'ils nous ont déjà habitués à cette, comment on appelle, à ces interventions-là dans la vie publique, à ces interventions-là qui permettaient à tout un chacun de savoir de quoi retournait l'actualité quelquefois. Il montait au créneau, rien que quelquefois même pour expliquer quelques peut-être prises de décision par les autorités ou bien pour aller contre ces prises de décision, pour critiquer, ainsi de suite. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu quelque chose qui est passé par là. Il y a eu les différentes réformes. Et le régime actuel, avec sa rigueur, qui est très regardant sur les tests, on ne va pas au-delà de ses prérogatives désormais au Bénin. La société civile reste dans son couloir, le personnel politique reste dans son couloir, et tous les autres acteurs qui interviennent dans la vie politique restent chacun dans leur couloir, selon les prérogatives que les tests de la République confèrent à chacun d'eux. Mais depuis que le régime est passé par là, il est bien normal, enfin, quand je dis le régime, comment on appelle, la rigueur, le fait qu'on est très rigoureux sur ce qu'est le droit de chacun, les devoirs de chacun, le fait qu'il y a eu également les réformes, chacun donc se repositionne, essaie de savoir quel est désormais mon rôle peut-être. Mais malgré tout, je pense qu'on entend quelques-uns. On voit quelques-uns quand même s'afficher. Ce n'est pas tout le temps, mais on les sent plus ou moins sur le terrain. Et je veux pour preuve, lorsqu'on a voulu donc former le comité, ou bien je ne sais pas moi, le comité de pilotage comment on appelle, de l'audit du fichier électoral, il n'y a que des acteurs de la société civile. Oui, mais bon, ça fait longtemps, voilà, vous évoquez un nom, ça fait longtemps que moi, j'ai entendu parler encore de ce nom-là depuis 2016. Il y a des noms qu'on n'entend plus. Pourtant, ces gens sont dans la société civile. Voilà, l'on évoque par exemple, qu'il vous souvienne. Il nous suit, je lui fais un clin d'œil. Son Excellence M. Martin Assogba, Vioutou, Alcré, on connaît la verve du président, sa voix qui tonne, mais depuis 2016, le président s'est tu, certains quotidiens sont allés même le titiller pour dire que maintenant qu'il est du côté du régime, on ne l'entend plus parler.
Est-ce qu'il est vraiment du côté du régime? Moi, je ne le dirais pas qu'il est du côté du régime. Je ne sais pas, ceux qui le disent, peut-être qu'ils ont des preuves qu'il est du côté du régime. C'est des quotidiens qui l'ont dit. Voilà, peut-être. Mais ce que moi je veux dire, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, si vous regardez le fonctionnement, en tout cas, du régime actuel, les informations, par exemple, sont très centrées. C'est-à-dire tout est centralisé, de sorte que c'est ce qu'on veut qu'on laisse sortir. C'est ce sur quoi on est sûr qu'on communique. Je ne sais pas si vous comprenez. Par exemple, je vais vous donner des exemples. Sur, par exemple, les routes construites, il y a des gens qui écrivent tous les jours combien a coûté ceci, combien a coûté cela. Vous savez, alors que dans le temps, qu'est-ce qui faisait réagir donc tous ces hommes-là de la société civile, tous ces acteurs-là de la société civile, c'est quoi? Qu'est-ce qui le faisait réagir? Ce sont quelquefois ces informations-là qu'ils apprenaient, et qui créaient quelquefois de la polémique. Oui. Donc, ils sont quelquefois obligés de sortir et de dire non, mais il faut bien qu'on nous éclaire sur un certain nombre de choses. Si ça coûtait si, et qu'il y a des gens qui disent qu'il y a eu malversation, pourquoi est-ce qu'on ne monte pas au créneau? Donc, ce sont ces gens de choses-là qu'ils défendent, la justice sociale, voilà, toutes ces choses-là qu'ils défendent. Mais aujourd'hui, il n'y a plus... Enfin, il n'y a plus ça. Voilà, la matière aussi pour travailler est devenue plus ou moins rare. On entend très peu parler de corruption, on entend très peu parler de comment on appelle, comment on dit ça, de malversation, de détournement. Voilà, toutes ces choses-là font que... Il n'y a plus de révélation. Voilà. Puis, je vais vous le dire, après ce comité de pilotage du fichier électoral de l'audit, j'ai encore revu la société civile seulement à l'audience de la Sénat, à la Sénat, voilà, les élections. Ça prouve que les élections qui sont toujours présents. Oui, ils sont présents. Avant, ils ne faisaient pas ce qu'ils peuvent. Avant, ils étaient présentes. Je parle de la société civile. Ces structures qui constituent la société civile étaient présentes. Vous voulez que je vous rappelle des choses? Non, je m'en souviens parfaitement moi-même. Et qu'il vous souvienne que dans cette société civile-là, il y avait des personnes comme le président Joseph Diogbenou, avec, je vais me rappeler du nom de leur truc-là, voilà. Et puis ça marchait sur les routes. Parfois, la société civile était confondue au syndicalisme. Oui, au syndicalisme. Donc, même quelquefois, même le personnel politique, on ne savait pas vraiment qui était qui. On passait par la société civile pour finalement révéler ce pourquoi on est dans l'arène publique. Et on disait, voilà, et on défendait la démocratie. Qui vous souvient, et les gens on se présentait comme un homme politique. On faisait le détour par la société civile et après on devient finalement un homme politique. Est-ce que le quotidien n'a donc pas raison, le confrère de la matière n'a pas raison? C'est ce que je dis. Je dis désormais... Ce titre aujourd'hui... Après 8 ans de la désormais, la donne a changé, plus ou moins. Qu'on soit d'accord ou pas, la donne a changé. La donne a changé dans le sens où même les hommes politiques qui donnent du grain à moudre à tous ces acteurs-là de la société civile s'expriment très peu également. Parce que désormais, tu t'exprimes, tu vas justifier ce dont tu parles. Je ne sais pas si vous comprenez. Les tests, enfin, on est très regardant sur les tests aujourd'hui. Tout le monde se dit, mais attends, je dois tourner cette fois ma langue dans ma bouche avant de révéler tel ou tel... Ça dit que tout le monde a peur. Bon, moi, je ne sais pas si c'est de la peur. Mais tu apprends quelque chose, tu apprends une information et tu veux la révéler sur la place publique. Bon, il a ajouté même les journalistes au peur. Est-ce que c'est sûr, tu es sûr de ce que tu veux révéler? Voilà, parce que c'est ça qui donnait le grain à moudre à tous ces acteurs de la société civile, où ils montaient au créneau pour dire non, ici, s'il y a injustice, on veut que justice soit faite. S'il y a un tel problème, on veut que... Beaucoup de personnes, par exemple, ont quitté le pays parce qu'ils devaient faire face à la justice pour un certain nombre de choses. Moi, je prends un exemple bien précis. Oui, un ancien ministre, peut-être que je ne vais pas dire le nom tout de suite, mais si vous voulez, on peut dire le nom, il n'y a rien de grave dedans. Un ancien ministre de la Justice, par exemple, je prends cet exemple-là, qui, à un moment, se retrouve avec un courrier. C'est un ancien ministre de la Justice, sous le régime du président Yahi Boni. Il se retrouve avec un courrier qui était adressé à une autre personne par l'actuel ministre, enfin, dans le temps, l'actuel ministre de la Jeunesse dans le temps. Et finalement, l'affaire se retrouve devant la justice. Comment est-ce qu'il prouve? Il a dû quitter le pays. Donc, vous voyez, il y a toutes ces pratiques-là qu'aujourd'hui, on ne laisse plus passer. Un courrier qui ne vous appartient pas. Parce qu'on ne peut pas éventrer un courrier qui est normalement dans les mailles,
donc de l'appareil d'État où on doit transmettre des informations aux uns aux autres. Parce que les informations au plus haut sommet, c'est des choses très sensibles qui peuvent conduire tout de suite à des troubles si on ne fait pas attention. On ne révèle pas tout lorsqu'on est au sommet de l'État. Et que ce courrier, par exemple, se retrouve sur la table d'un ancien qui n'est plus aux affaires, qui peut-être est devenu finalement député, qui n'est plus même du même bord que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Et le courrier se retrouve sur sa table. On fait faire les enquêtes et il quitte le pays. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pas seulement une question de peur, c'est que la donne a tout simplement changé. Le régime actuel dit, tu poses un acte, tu assumes. Tu profères des propos, tu dis des choses, tu dois pouvoir les assumer après. Donc, tout cela change un peu, ça change un peu les choses, de sorte que ceux qui sont même les acteurs de la société civile, le personnel politique au Bénin, a désormais, ils se disent, attention, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je ne vais pas dire. Donc, la matière pour que l'acteur de la société civile lui-même vienne dans l'arène publique et commencer... à la rescousse, vous voulez dire. Voilà, la matière n'existe plus. Donc, finalement, on se jette sur ce qu'on peut. La preuve, vous avez dit tout à l'heure, ils étaient dans une institution, ils devaient faire des rencontres. Oui, c'est leur rôle. C'est justement leur travail. Maintenant, il faut quand même dire qu'à un moment, il faut qu'ils viennent aussi. Nous ont déjà habitués à les entendre. Il y a pas mal de choses qui se font dans le pays. Si c'est totalement bon aussi, qu'ils viennent nous dire pourquoi c'est totalement bon. Parce que le régime crie tout le temps que c'est bon. Et quelquefois même, certains mêmes opposants vont même visiter donc, certaines réalisations du régime et disent, voilà, c'est tellement merveilleux, c'est tellement beau. Mais eux aussi qu'ils le fassent et qu'on sente leur présence, parce qu'on ne sent plus leur présence. Et ça, c'est là où le confrère a raison. C'est pas parce que tout le régime dit que tout est bon, et qu'on est désormais regardant sur les tests et que les politiques eux-mêmes ont du mal à s'exprimer, qu'eux ne vont pas faire leur travail, qu'ils continuent leur veille citoyenne, qu'ils continuent d'être donc aux côtés de la population, aller rencontrer les populations comme cela se faisait d'habitude. Moi, je pense qu'on peut les appeler à ce travail-là. Très bien. Merci à vous sur ce sujet. On va passer à l'autre sujet qui concerne donc le président Nicéphore Dieudonné Soglo, sa visite, la visite du patriarche à la nouvelle cité Ouedo. Et le président était une fois encore émerveillé. Et si l'on se souvient de sa joie quand il a visité la GDIZ, je me rappelle bien qu'il se disait, est-ce que des choses comme ça se passent dans ce pays sans que lui ne soit informé, sans qu'il ne le sache? Des choses comme ça se passent dans le pays sous silence. Il s'est interrogé. Aujourd'hui, il est allé voir. Et ce qui m'impressionne, moi, c'est le fait que malgré le poids de l'âge, le président veut voir, il veut toucher du regard des choses dont on parle, des choses qu'on a réalisées, qu'on a dit réaliser, qu'on a eu à dire qu'on a réalisé, il va voir. C'est ça qui m'impressionne. Voilà, et c'est ce que justement les gens de la société civile devraient faire également. Aller sur le terrain, constater également et venir nous dire, ah, c'est bon, mais il reste ceci. Et c'est ça aussi l'animation de la vie publique. C'est ça aussi la veille citoyenne dont nous parlons. Donc, il ne faut pas se taire, il faut travailler. Et vous dites que le président Soglo comment on appelle, vous étonne ou vous impressionne. Moi, je vais vous dire, il est impressionnant à plus d'un titre, sur plusieurs plans, le président Dieudonné Soglo. Il est tellement impressionnant. Pour moi, c'est le type de Béninois qu'il faut aujourd'hui. Le président Soglo, c'est le modèle, c'est l'archétype du Béninois qu'il faut aujourd'hui. Le Béninois qui est capable de dire, ce que tu fais n'est pas bon sur un plan, et qui revient en arrière, qui dit, mais sur ce plan, par contre, je pense que ici, tu fais un bon boulot. Et moi, sur ce plateau, j'ai toujours défendu, cette manière-là de voir. Il faut pouvoir même être si ce n'est pas du objectif. Oui, les gens pensent que vous, oui, les gens pensent que je suis du régime. La dernière fois, par exemple, petite parenthèse, la dernière fois, il a dit, par exemple, que les problèmes post-électoraux, nous n'avons pas vraiment au Bénin. Quand je l'ai dit, les gens ont crié, oh, il est celui-là, il est ci, il est ça. Non, mais vous les avez lus sur les réseaux sociaux? J'ai lu, mais ça m'a fait sourire. Je lui ai dit, mais écoutez, les problèmes, est-ce qu'ils savent ce qu'on appelle crise? C'est difficile le rôle dans lequel vous vous trouvez finalement. C'est très compliqué. Et puis, en réalité, quand on observe bien, au Bénin, on est habitué à une chose. Quoi? Les quiproquos préélectoral, nous aimons ça. C'est vrai que quelquefois ça a dégénéré. Je me souviens des histoires de chasseurs un peu partout, des histoires qu'on a eues dans le temps. Oui. Toutes ces choses étaient préélectorales. Et finalement, à la fin, la plupart du temps, nous les Béninois,
après les élections, je pense qu'on prend toujours la position de sagesse. On arrive quand même à se réconcilier et à laisser tomber les problèmes. Et c'est cela que j'ai exprimé en fait sur le plateau. Mais beaucoup n'ont pas compris. Je n'ai pas dit qu'au Bénin, que sur l'arène politique, tout le monde s'entend, on s'apprécie. Non. Bien au contraire, j'ai toujours dit sur le plateau que depuis un moment, les propos même, c'est du jamais vu. On s'est complètement radicalisé. Pour des raisons, ce n'est pas peut-être le débat aujourd'hui. On peut faire toute l'historique de cette radicalisation. Et vous allez voir comment on est passé petit à petit jusqu'à ce qu'aujourd'hui, le propos soit un peu plus dur au Bénin sur l'arène politique. Revenons à cette visite du président Patrice Talon. Vous avez dit que c'est l'image que le Béninois du bon Béninois. Et ce qui me fait le plus mal, c'est un ancien. Que Dieu lui prête longue vie. On en a besoin. On a besoin de cet exemple-là pendant très longtemps encore. Le poids de l'âge, comme vous l'avez dit, n'a aucun impact sur sa lucidité, sur son mental, sur sa conscience, sur sa compréhension des choses, sur son intelligence tout simplement. Il reste lui-même. Ça, c'est la première des choses. Et c'est un homme très objectif. Très, très objectif. Si au même moment, sur comment on appelle, des sujets très politiques, il peut avoir les dents très acérées contre le régime actuel. Mais quand il s'agit de reconnaître que voilà, ce qui est fait n'est pas mal du tout, il le reconnaît aussi. Et vous savez pourquoi c'est comme ça? C'est parce que c'est un homme d'État. Un homme d'État, on ne s'improvise pas homme d'État. C'est dans le comportement, c'est dans ses agissements qu'on le reconnaît. Et deuxième chose, lui-même c'est un bâtisseur, c'est un nom que les Béninois lui ont donné. Moi je vous ai donné un exemple une fois. Quand on revenait en ce moment-là de l'étranger et qu'on rentrait à Cotonou, on était tout simplement émerveillés. Au temps du président Soglo, juste après les années 90. Parce qu'on voyait quoi? On voyait le visage de Cotonou changer grâce au pavé. Et tout le monde, c'était une ingéniosité que la planète entière saluait. Mais ces Béninois, mais ils sont ingénieux. Ils n'ont pas les moyens de l'asphalte. C'est l'asphaltage. Oui, mais écoutez. Ça, c'est encore un autre niveau. Oui, mais c'est ça. C'est le haut niveau. Oui, mais dans le temps, ce que le président, comment on appelle Soglo, a fait aussi, c'était une grande prouesse. C'était le haut niveau à l'époque. Pas les moyens. C'était le haut niveau de ce temps-là. Voilà. Et on sortait de plusieurs années de marxisme-léninisme, de régime autoritaire. Et ce monsieur qui débarque donc de la Banque mondiale avec son ingéniosité dit, mais écoutez, on ne peut pas continuer à rouler dans de la poussière, dans nos ruelles. Dans Cotonou, qu'il vous souvienne. Voilà, Cotonou. Mais aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de moyens, mais on peut bien faire les choses. Très bien. Et il ne s'arrête pas là, il ne s'arrête pas qu'au pavé. Mais qui posait les pavés dans le temps? Souvenez-vous, dites-moi qui posait les pavés dans le temps. Le génie militaire. Donc, il mettait... Je pensais que c'était moi. On ne faisait pas la guerre, on ne faisait la guerre à personne. Notre territoire n'était pas violé. On n'avait aucun problème. Nos militaires sont dans les casernes, il a eu l'ingéniosité. Mais c'est des génies, c'est des têtes bien faites, ces personnes-là. Et on les garde là, des bras valides. Donc, il leur faisait appel. Mais écoutez, mettons tous la main à la pâte. Et donc, avec ce génie béninois, on arrivait à faire quoi? À changer le visage de Cotonou. Et c'est ce progrès-là, en fait. C'est cette dynamique-là qu'il a installée que les autres ont continué. Et si vous regardez très bien aujourd'hui, la plupart des présidents qui viennent aujourd'hui, ils font de la route l'une de leurs principales. Voilà, c'est leur cheval de bataille. Parce qu'il a donné cette dynamique-là. C'est la base. Si on peut circuler dans le pays, si nos contrées ne sont plus enclavées. Et puis, le président Yahi Boni avait une phrase là, le développement c'est la route. Passe par le développement de la route. Je ne sais pas, il y a une phrase qu'il aime bien manipuler. Et tout le monde a salué cela. Et je me souviens même au départ, quand on parlait de quelques incursions. Mais on retient une phrase du président Talon, hein, si la route, si on ne mange pas la route fait manger. Ça c'est clair. On est tous d'accord aujourd'hui. Et j'ai donné l'exemple tout à l'heure de nos contrées qui seront peut-être désenclavées. Les contrées qui étaient enclavées, qu'est-ce qui va se passer? Ces contrées-là ne sont plus enclavées. Et donc, la matière première que les gens produisent, ils ont de la facilité à les sortir. Donc, ils pourront véritablement vivre des fruits de leur labeur, du travail qu'ils font dans leur champ. Ça, c'est déjà un premier pas. Et deuxième chose aussi, c'est que les choses manufacturées dont leurs contrées ont besoin, ça pourra arriver de manière plus facile. Et donc, ça va agir également sur le coût finalement qui va baisser. Donc, moi, je pense que la route, c'est essentiel pour, comment on appelle, pour le développement. C'est du social également, la route. Et donc, cette dynamique-là avait été déjà donnée par le président Dieudonné Soglo. Et je parlais de la route comme élément de sécurité également. Quand les incursions djihadistes avaient commencé dans notre pays, les gens disaient au Bénin que, mais attention, ces gars-là ne pouvaient pas rester très longtemps au Bénin pour une seule raison.
Vous savez quoi? Quand ils faisaient, ils ne peuvent pas noter parce qu'on a la voie, nos routes sont bien tracées, les routes sont là, et donc on peut à tout moment les poursuivre. Donc ils viennent et puis ils sont obligés de ressortir. Ce n'est pas comme dans les pays voisins où quelquefois ils n'ont pas de route dans ces contrées-là. Alors que chez nous, nos autorités, comment on appelle, les présidents qui se sont succédés depuis quelques décennies à la tête du Bénin, ont fait de la route leur cheval de bataille, de sorte qu'on a des routes un peu partout où à tout moment, notre sécurité, nos policiers, nos forces de l'ordre peuvent à tout moment se jeter sur la route et poursuivre donc, ces malfrats-là hors de chez nous. Donc vous voyez, je pense que le président Soglo fait quelque chose d'extraordinaire. Il est très objectif. A-t-il des raisons d'être émerveillé à la cité nouvelle cité de Ouagadougou? Vous êtes rendu là-bas, vous êtes là-bas? Oui, j'ai été là-bas, j'ai même fait une fois un reportage là-bas. Mais par contre, son émerveillement, je ne sais pas. Est-ce que ce sont les réalisations? Sur le plan, je vais dire, infrastructurel uniquement. C'est-à-dire, est-ce que c'est bien fait? Peut-être le modèle oui, de bâtiment. Le modèle, oui, c'est ce que je dis. Sur le plan infrastructurel, c'est merveilleux. Si ce n'est que sur ça qu'il est émerveillé, il n'y a pas de souci. Mais on a parlé de logements sociaux. Et le social, c'est dans les coûts de ces logements-là aussi. Je ne sais pas si là, il a été émerveillé aussi. Il faudra peut-être lire le quotidien correctement, aller voir l'article lui-même, de quoi est-ce que le président Soglo a parlé exactement. Parce que si c'est réellement des logements sociaux, vous et moi devrions normalement pouvoir avoir des logements là-bas aussi. Je ne dis pas que forcément on va en donner à tous les jeunes, je ne dis pas ça. Je dis devrait pouvoir. C'est-à-dire rien que avec ce que nous avons comme puissance financière, qui est plutôt... Parce qu'il y a certains de nos confrères, nous sommes plus ou moins des privilégiés, hein, je le dis sincèrement. Et si nous, des personnes comme vous et moi, sommes incapables d'avoir des logements sociaux dans ce qu'on appelle aujourd'hui logements sociaux, c'est que peut-être là, on peut ne pas être complètement émerveillé. Mais je ne sais pas pour le président Dieudonné Soglo. Très bien. Alors, votre mot de la fin sera quoi alors? Ben, écoutez, moi, mon mot de la fin, j'ai bien envie de parler de la loi sur la chefferie traditionnelle. Je ne sais pas combien de minutes vous me donnez. Vous n'avez pas eu le temps. Je n'ai jamais eu le temps d'en parler. Oui, ici. J'ai entendu pas mal de critiques qui viennent un peu partout après cette loi-là. Je dis, les critiques, c'est toujours une bonne chose. Quand on critique, c'est bon. Ça permet donc d'avancer. C'est sûr que les autorités prennent en compte les critiques. Et puis regardez le bal de rois traditionnels, de chefs qui n'ont pas été considérés, disons-nous clairement la vérité, qui n'ont pas été considérés par cette loi-là. Regardez le bal qu'il y a donc à l'Assemblée nationale. Tout le monde va voir Louis Vlavlonou pour lui dire, mais écoutez, on nous a oubliés, qu'est-ce qu'on fait pour que notre territoire soit reconnu comme un royaume de l'ancien temps. Moi, je dis, il faut faire très attention. Ce travail-là, ça a été d'abord fait par des experts. Il ne faut pas penser que des députés se sont assis et donc ont décidé que, bon, écoutez, donc Sakété sera un royaume et, comment on appelle, Savé, donc un royaume, Neki, un empire, un royaume, donc ainsi de suite, ainsi de suite. Non, ce n'est pas ça. C'est un travail qui a été fait sur la base de données historiques, qui datent même de la colonisation, donc de l'administration coloniale. Qu'est-ce que le colon avait trouvé sur le terrain en ce moment? Donc lui, il a relevé toutes ces choses-là. Et donc c'est certainement sur cette base-là que les gens ont fait un travail très scientifique. Ce n'est pas qu'on se lève et qu'on décide, non, que tel est roi. C'est un travail scientifique. C'est les méthodes scientifiques comment on appelle, des historiens qui ont permis donc de sortir cette loi-là. Tout le monde ne peut pas être satisfait en pareille circonstance. Ce n'est qu'après, lorsque l'application de la loi est en cours, lorsque les autorités eux-mêmes verront avec le temps que il y a eu un manquement à certains moments, il faut qu'on règle ce problème-là, les gens pourront revenir. Moi, j'ai entendu, par exemple, l'honorable Bako, enfin, j'ai envie de dire aussi le professeur Bako. Pourquoi je dis le professeur et insiste sur le professeur Bako? C'est parce qu'il ne dira pas n'importe quoi, le professeur Bako. Il sait de quoi il parle. Il parlait, par exemple, du fait que, et je crois que c'est à Karim Maman, il y a un émir. Et que les scientifiques, les experts, se sont penchés et ont dit, non, quand on dit émir, ça a une connotation et religieuse. Et moi, je suis complètement d'accord avec lui. Non, ça n'a pas une connotation religieuse. Quand vous allez au Nigeria, quand vous parlez à Sokoto, Kaduna, tous ces endroits-là qui sont fortement islamisés, c'est des émirs qui sont à la tête. Alors que les émirs, en réalité, ça veut dire tout simplement chef.
chef. C'est vrai qu'on dit que l'émir est le chef de tous les musulmans. On le dit, en fait, c'est comme un garde-fou qu'on met en place, une jurisprudence qu'on met en place pour éviter qu'un imam, n'importe qui, vienne prendre la place de l'autorité traditionnelle qui était déjà là. Donc, pour dire à tout le monde que malgré qu'il n'est pas directement lié à la religion, malgré que ce ne soit pas un expert de la religion, ça reste quand même le chef de tout le monde, que vous soyez musulman ou non. Très bien, merci de vous avoir prononcé quelque peu. Il y a beaucoup de choses à dire oui, oui, beaucoup de choses. Je pense quand même qu'on va revenir peut-être là-dessus la semaine prochaine. Effectivement, quand je vais faire le point, je vois que vous n'avez pas eu l'occasion d'en parler. Ce qui se passe, c'est que le mercredi, vous vous retrouvez au plateau avec Laurent et qui a le temps de parler longuement de ces sujets. Mais quand vous venez au plateau, si on doit reparler de ces sujets, ça devient un peu redondant. Donc, pour les téléspectateurs, je comprends ça met un peu mal à l'aise les téléspectateurs. Donc, ça fait que vous n'avez pas le temps de parler de ces sujets. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est pourquoi parfois il faut renvoyer ces sujets sur le forum des rédactions. Mais ce dont on a parlé également est parfaitement Je vous donnerai l'occasion. Je vous en donnerai l'occasion sur le forum des rédactions. Mesdames, Messieurs, merci également à vous de nous avoir suivis.